Pour retrouver notre invité de ce soir, je rappelle que nous recevons sur ce plateau professeur Choua Ouchemi. Il est le coordonnateur national de riposte sanitaire contre le Covid-19. Professeur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi dans ce reportage, le Maroc assiste donc le Tchad, apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. Quelle appréciation faites-vous de... Absolument, c'est une appréciation, c'est une très bonne appréciation. Et le royaume chérifien, par un élan de solidarité, a voulu participer également à la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Et un lot de matériel extrêmement important, surtout de matériel de protection individuelle. Et puis, des traitements ont été acheminés hier soir. Et vraiment, nous avons eu le très grand plaisir de recevoir ce matériel avec M. le ministre de la Santé publique et son Excellence ambassadeur du Maroc au Tchad. Ok, professeur, vous avez fait un tour à l'intérieur du pays, notamment dans le Guéra, le Kanem et le Logone occidental. Qu'avez-vous constaté dans le domaine de la lutte contre le Covid-19 dans ces différentes provinces du pays? Nous avons eu effectivement l'opportunité d'effectuer une mission de terrain en accompagnant le ministre chargé, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et monsieur le ministre de l'administration du territoire. Et le ministre de la Communication est également président de la sous-commission sensibilisation dans le cadre du comité de gestion de crise. Et donc le message qui était apporté par le chef de délégation était celui d'informer au niveau des régions, de les sensibiliser sur les mesures barrières, et également de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas une circulation transfrontalière. Et ces trois régions sont également les régions où l'épidémie sévit le plus en dehors de N'Djamena. Et donc nous sommes allés nous rendre compte de visu comment est gérée la situation sanitaire. Et nous avons aussi pris, disons, le pouls de la situation en ce qui concerne l'observance des mesures barrières. Justement, professeur, vous avez parlé de la capacité sanitaire de ces provinces. Quelle est donc justement la capacité de prise en charge des malades du Covid-19 dans ces provinces? Bon, la capacité de prise en charge est bonne. Il faut vraiment dire à tous nos concitoyens que de faire confiance au personnel de santé et au système de santé du pays qui, jusqu'à présent, a bien pris en charge les patients affectés de Covid. Et il n'y a pas d'invention. C'est quelque chose qui se prépare de manière professionnelle, méticuleuse. Il y a des protocoles qui sont appliqués, des protocoles qui vont de comment on doit s'habiller en tant que soignant, à comment on doit se laver les mains, comment on doit traiter ces malades, et quand on a un malade, comment définir le malade, pourquoi on dit qu'il est malade, comment on gère les contacts de ce malade. Il y a tout un cheminement, et nous avons constaté qu'au niveau des provinces, il y a la définition de la maladie, la prise en charge des cas qui sont des malades, et aussi la mise en quarantaine des cas contacts. Tout cela de manière vraiment très logique. Donc tout est respecté. C'est bien respecté. Mais quand même, le Covid sévit dans ces provinces. Absolument. Il sévit, et ce que nous avons constaté, c'est que les mesures barrières ne sont pas respectées. Par la population. Par la population. Et cela nous inquiète. Cela nous inquiète à plusieurs titres. D'abord parce que il vaut mieux prévenir cette maladie, ne pas la faire venir, disons, en hospitalisation forcée. Et les moyens que nous avons sont les moyens de la prévention, et ce sont les mesures barrières. Donc, se laver fréquemment les mains, porter le masque, observer une distance, ne pas se saluer avec les mains,
Et ces mesures simples préviennent très efficacement la maladie. Elles ont déjà fait leur preuve partout au monde. Et nous, il faut qu'on s'approprie de ces mesures et qu'on pense que la prévention qui fonctionne très bien ailleurs va fonctionner aussi chez nous. Il faut que nos parents se rendent compte que ça, c'est vraiment capital. Ok. Professeur, beaucoup de gens pensent que la pandémie baisse eu égard à la chute des taux de décès ces derniers jours. Que conseillez-vous donc au personnel soignant et à la population face à cette pandémie? Effectivement, ces dernières semaines, il y a une tendance baissière. C'est-à-dire que depuis ces dernières semaines, l'on constate qu'il y a effectivement peu de cas de décès. Mais ça, c'est un phénomène qui est normal dans l'évolution d'une épidémie. Il ne faut pas se leurrer. Au personnel de santé et aux personnes en général, ce qu'il faut dire, c'est ne pas baisser les bras, ne pas penser que l'épidémie est en train de finir. En Chine, pendant 2 mois, il n'y avait pas de cas de Covid positif. On avait pensé que c'était fini. Effectivement, mais depuis 2-3 jours, on commence à confiner des quartiers de la capitale Beijing. Et cela est déjà arrivé aussi historiquement dans d'autres épidémies. Donc, pour nous, traitants, nous pensons que c'est l'évolution normale en dents de scie qui peut durer même des semaines. Mais il faut prendre garde. Ça peut ressurgir. Absolument. C'est même presque normal que ça puisse ressurgir. Donc, il ne faut pas se leurrer et penser que c'est fini, l'épidémie est finie. Non, non, elle n'est pas finie. Ok. Professeur, la société a tendance à rejeter les guéris du Covid-19. Qu'est-ce qui explique cette stigmatisation? J'ai vécu une situation de stigmatisation pas plus tard qu'hier. Donc, un infirmier qui travaille avec nous à l'hôpital a été affecté de la maladie. C'est une personne extrêmement joviale, disponible, très connue au quartier et qui a fait la maladie il y a 2 mois. Ben, en causant, il nous a dit que les gens le fuyaient et qu'il y a des personnes qu'il a normalement fréquentées mais qui le fuient, qui ne le fréquentent plus. Donc ça, c'est une tendance généralisée. La stigmatisation dérive de la peur. C'est-à-dire que cette personne qui a eu une maladie qui est gérable médicalement, les docteurs l'ont soignée et ils ont estimé que cette personne est guérie. Parce qu'il y a des critères de guérison qui font qu'on libère cette personne même de l'hôpital. Une fois que cette personne est sortie de l'hôpital, il y a un quitus pour dire vous pouvez être en contact avec les autres personnes, vous n'êtes pas un danger. Donc il faut que les gens aient confiance en la médecine et aux personnes qui ont soigné cette personne malade. Et il faut la traiter normalement. D'ailleurs, compatir même, c'est votre ami qui a passé un mauvais moment. Vous n'allez pas l'abandonner parce que vous pensez qu'il va vous faire quelque chose. La population a aussi peur peut-être de contracter cette maladie. Effectivement. Au bout de l'histoire, il y a toujours la peur. Qu'est-ce que vous avez lancé à l'endroit de cette population comme message qu'une personne guérie n'est pas dangereuse? En fait, quand la personne sort de l'hôpital et qu'on lui a donné le quitus de sortie, on a aussi la garantie que cette personne n'est pas dangereuse pour son prochain. Vraiment, il faut avoir confiance au personnel soignant et qu'on ne va pas lancer des bombes comme ça dans la ville parce que c'est potentiellement dangereux. Et donc, nous tous, on veut se préserver de la maladie, donc on ne va pas sortir quelqu'un qui potentiellement peut être un danger pour les autres. Il peut y avoir la peur parce qu'on ne connaît pas. Mais nous, notre travail de traitant, de médecin, c'est aussi celui de conseiller. Certaines fois, il y a des malades qui viennent se faire traiter pour une maladie donnée. Ben, vous entretenez ce malade-là pendant une demi-heure de causerie, d'explication. Elle peut être soulagée. Et il faut aussi la convaincre qu'on ne traite pas seulement en donnant des comprimés, on traite aussi avec les conseils. Et sur la base de ça, il faut qu'il y ait la confiance. Voilà. D'ici le 25, professeur, les cours vont reprendre. Parlez-nous des dispositions utiles à prendre sur le plan sanitaire.
il est vrai qu'il a été décidé donc que les cours vont reprendre, pas pour toutes les catégories d'apprenants, pour certaines classes d'examen, notamment dans les collèges et les lycées, et puis au niveau du supérieur, certaines catégories, niveau genre master et doctorat, et certaines licences pour des facultés qui ont fait un certain nombre d'heures. Ouais. Et le maître mot ici, c'est limiter le nombre d'apprenants par classe, les distancier, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient séparés d'au moins 1 mètre, et ce qui fait que le nombre d'apprenants par classe va diminuer. Donc ils vont les organiser par vague. Ils peuvent les organiser par vague, effectivement, c'est-à-dire une classe de 100, on ne peut pas maintenir une classe de 100 étudiants, peut-être qu'on va faire 2 classes de 50, si elle est très espacée, ou bien 3 classes. Il faut absolument que ces apprenants-là se lavent les mains à l'eau et au savon. Il faut qu'il y ait un masque pour les apprenants et pour les enseignants. Et il ne faut pas des regroupements. Par exemple, au cours des récréations ou des pauses, il ne faut pas des rassemblements qui puissent occasionner une circulation du virus. Ça ce qui est de la reprise des cours. Qu'en est-il des lieux de culte si le comité de gestion de la crise sanitaire venait à autoriser la ouverture? De l'expérience d'autres pays et de ce que dit aussi la littérature, parce qu'il faut lire, il faut se documenter. Pour la prière des musulmans, il faut que les fidèles aient un tapis de prière. Chacun? Chacun. Idéalement, chacun. Qu'ils fassent les ablutions avant de venir à la mosquée. Quand c'est la prière du vendredi, donc ablution avant de venir à la mosquée, on est déjà prêt. On arrive avec son tapis. Il faut que la khutbah soit limitée, 15 de minutes, c'est suffisant. Et il faut aussi que, après et tout le monde doit porter le masque, il faut être distancié d'1 mètre. Il y a eu des images très belles de prières à la Mecque ou dans une grande mosquée de Istanbul qui sont sorties dans la presse. Et donc, distanciation, masque, tapis de prière, et il ne faut pas se donner la main après la prière, et il ne faut pas se rassembler au-delà de ce qu'il faut pour le moment de la prière. Ok, la situation. Et puis, pardon, chez les chrétiens, chez les chrétiens, la messe dure longtemps. La messe dure 1h, 1h30 jusqu'à 2h. Et il y a certaines fois des messes qui sont dites en différentes langues. Le rite est fait en différentes langues. Donc dans ce cas aussi, l'organisation voudrait que pour un rite, on limite le nombre de fidèles dans les paroisses, qu'il y ait la distanciation, qu'il y ait le lavage des mains avant d'entrer dans le lieu de culte, et que le masque soit obligatoire pour tout le monde. Ok, professeur, pour sortir, est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation de la pandémie ce 16 juin? Bon, la situation de la pandémie, par rapport à une des questions que vous avez posées tout à l'heure, quand on regarde la carte des pays qui nous entourent, le Soudan, on est à 7000 et plus de cas. Nigeria, on est presque à 11 000 cas. Le Cameroun, à peu près, on est dans les 10 000, 9 000 aussi. Et donc cela veut dire qu'on est quand même entouré de pays où l'épidémie est beaucoup plus flagrante que chez nous. Ouais. L'épidémie se transmet par l'air. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Ça peut arriver à tout moment. Ça, c'est autour de chez nous. Actuellement, l'épicentre de l'épidémie est aux Amériques. Brésil, États-Unis, etc. L'Europe est en train de se déconfiner, presque totalement. Mais vous savez, avec la Covid, on apprend tous les jours. La preuve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de la Chine. On pensait que la situation était déjà dominée. Heureusement que les précautions ont toujours été prises. Et que dès qu'il y a eu 1 cas, 2 cas au niveau des marchés,
la démarche logique. C'est-à-dire que le personnel soignant n'a pas baissé la garde? Le personnel soignant n'a pas baissé la garde, les autorités n'ont pas baissé la garde, et donc c'est parce qu'on s'y attend. C'est-à-dire que quelque chose que vous ne connaissez pas peut vous détruire. Mais si vous savez toutes les facettes de ce danger, vous restez toujours à l'affût, vous restez prêt. Et c'est ce que nous conseillons chez nous aussi. Ok, votre mot de fin et la situation de la pandémie en ce 16 juin. Mon mot de la fin, c'est attention, attention, attention. Ne baissons pas les bras. L'épidémie n'est pas terminée. Le fait que ces dernières semaines, il y a eu un nombre de décès limité chez nous, ou des jours où il n'y a pas eu de décès du tout, ne doit pas nous tromper. Nous ne devons pas baisser les bras. Les mesures barrières doivent toujours être de mise, et nous exhortons surtout le personnel de santé à rester en alerte. Il ne faut pas voir la vie que du côté positif, sinon l'épidémie va prendre le dessus. Donc ce n'est pas terminé. Attention, attention. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Je vous en prie. On espère que la situation va changer dans les jours à venir. C'est ce qu'on espère. On va se retrouver avec 0 cas. On l'espère. Mais il faut être prêt à contrecarrer tout cas qui survient, parce que toute l'épidémie est toujours partie d'un cas. Un seul cas. Voilà. Merci, professeur. Merci.